Nous savons que plus nos armes sont efficaces, plus elles sont précises, plus elles sont puissantes, moins nous subissons de pertes. Et c'est ce qui compte le plus dans un conflit armé. En tout cas, c'est ce qui compte pour nous tous. Je m'attends vraiment à ce que ces produits soient utilisés dans la pratique. Nous l'avons dit à maintes reprises, ceux qui seront les premiers à déployer les armes et le matériel les plus récents gagneront. Nous devons avoir une longueur d'avance. Nous avons tout ce qu'il faut pour cela et nous avons déployé des efforts considérables ces dernières années. Mais nous devons maintenant doubler ou tripler nos efforts. Alors pardon, il était un peu long, en fait on voulait couper le début, mais c'est la fin qui est important évidemment. Il faut qu'on triple nos efforts, il faut inventer, et celui qui sera le plus moderne gagnera la guerre. Marc Chassilian, et question très simple, réponse je sais pas, sans doute un peu moins. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ce sont effectivement les armes modernes, les plus modernes, qui font gagner la guerre? Bonsoir à tous. Alors, ça y contribue fortement, évidemment, mais on sait maintenant, depuis que cette guerre a démarré, qu'il y a bien d'autres facteurs de succès dans une guerre, en particulier le moral et la résilience. Hein, voilà. Mais oui, effectivement, la technologie des armes, elle est absolument fondamentale, et clairement, M. Poutine peut aller faire son marché du côté de Pékin, parce qu'aujourd'hui, factuellement, la Chine est totalement souveraine dans tous les domaines de l'armement, qu'il soit terrestre, naval ou aérospatial. Ah oui. Et dans certaines technologies, les Chinois sont même très en pointe, ce qui inquiète d'ailleurs beaucoup les Américains, en particulier dans le domaine des missiles hypervéloces, de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur le champ de bataille pour tout un tas d'usages que je ne vais pas développer parce que ce serait un peu long, mais effectivement, de la même façon que les Chinois ont inventé la poudre il y a pratiquement 1000 ans, l'intelligence artificielle est une technologie qui est susceptible de faire basculer un certain nombre de conflits, tout simplement parce que ça va augmenter considérablement l'efficacité des armes par différents moyens tels que le renseignement, la reconnaissance de cibles, la capacité de faire voler plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers de drones en même temps et de manière coordonnée, chacun ayant sa cible. Donc imaginez par exemple que les lignes ukrainiennes soient noyées sous des essaims de drones pilotés par intelligence artificielle. Ils pourront absolument pas du tout faire face à ce genre de menaces, et aujourd'hui ils n'ont pas les armes pour les contrer. Donc M. Poutine peut aller en Chine chercher beaucoup de choses. Il peut aller chercher des matières premières, très important. La Chine est le premier fabricant de terres rares au monde. Donc les terres rares sont absolument indispensables pour tout ce qui est électronique en particulier, et certains alliages. Il peut aller chercher des composants comme des puces électroniques ou des aimants ou des choses comme ça qui sont absolument cruciaux dans tous les systèmes d'armes. Et puis il peut aller chercher des systèmes d'armes complets. Donc là on pense aux drones, on pense aux munitions, on pense à toute une gamme de missiles par exemple, ou de systèmes de guerre électronique. Et il peut aller chercher des ingénieurs aussi peut-être, tout simplement. Alors ça, effectivement, c'est tout à fait clair qu'une coopération de ce niveau-là ne peut pas se passer sans échange entre gens de l'art, si j'ose dire, et il ne fait absolument aucun doute que des ingénieurs russes sont au contact avec des ingénieurs chinois pour tout un tas de choses, alors que ce soit pour développer des armes nouvelles, développer des systèmes d'armes nouvelles, améliorer ceux qui sont en service. Quelque chose de très important qu'on oublie, mais il faut être dans l'industrie pour y penser, ce sont les process industriels. Donc les process industriels sont absolument fondamentaux si on veut produire en masse. C'est-à-dire que vous pouvez mettre tout l'argent que vous injectez dans votre industrie. Si vous n'avez pas les bons process industriels pour fabriquer au meilleur coût et en masse, vous n'y arriverez pas. Et de ce côté-là, les Chinois sont plutôt experts dans ce domaine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le premier fabricant de drones au monde, alors drones militaires et civils tout inclus, c'est la Chine. Hein. La Chine fabrique des millions de drones par an. Mais ça boucle la boucle, Jean-François Boutors, avec une info qu'on donnait la semaine dernière. Une prise de parole de Vladimir Poutine qui était intéressante à analyser, mais alors là, quand on la remet dans le contexte, ça commence à faire sacrément peur. Poutine est en conférence avec des chefs d'entreprise et il dit aux chefs d'entreprise on va manquer de cadres.
On va manquer de cadres en Russie, on n'a plus assez, alors on sait que certains ingénieurs sont partis, etc. Des cadres dirigeants, on va en manquer. Moi, forcément, je pense à ça quand j'entends Marc Chassilian nous dire, vous savez, il va falloir effectivement développer ces technologies-là, qui sont des technologies qui peuvent être mixtes, hein, donc en fait, pas de problème pour les Chinois. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'avenir militaire, si j'ose dire. D'abord, c'est déjà commencé, puisqu'ils ont fait des énormes progrès sur les drones, sur les brouillages, etc. On l'a vu tout au long de l'année. Ça fait très peur quand même. Non, mais excusez-moi, il faut rester un tout petit peu calme. D'abord parce que, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est pas M. Belousov qui va faire ça. M. Belousov, c'est un économiste assez soviétique et assez traditionnel. Et en plus, il n'a pas beaucoup de poids, M. Belousov, contrairement à la mise en scène. M. Belousov, il n'est même pas vice-premier ministre. D'accord. Celui qui compte de ce côté-là, c'est quelqu'un qui s'appelle Denis Mantourov, qui a été nommé premier vice-premier ministre, qui est chargé de la production et du commerce. Voilà. Et le fils Patrouchev, il est vice-premier ministre aussi, non ? Oui, mais l'autre, il est premier vice-premier ministre. Ah, il est premier vice-premier. Voilà. Ah oui, c'est compliqué, d'accord. Et par ailleurs, tout ce qui est en scène, là, ce qu'on nous a raconté très justement sur les purges au sein de l'armée, c'est pas Belousov qui les a démarrés. Parce que c'est pas en 2 jours qu'on invente ça. C'est Shoigu et Patrouchev qui ont mis ça, et Poutine en premier lieu, et le FSB qui ont préparé ça. Donc, M. Belousov, c'est celui qui met ça en scène, met ça en œuvre, mais pas plus que ça. C'est la partie immergée de l'iceberg, en fait. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il le fait pourquoi ? Parce que vous avez vu qu'on n'a pas ce que l'on appelait avant un SAVOK, un type qui il a l'air très gentil comme ça, il a l'air léger, ça n'a pas l'air d'un méchant costaud, etc. Voilà, il n'a pas l'air non plus d'être le type qui se goberge à boire du champagne et aller dans les boîtes. Donc il a l'air très normal. Et il parle aux Russes, il dit on va s'occuper des blessés, on va s'occuper, etc. Et on va éradiquer aussi ceux qui s'en mettent plein la poche dans l'armée. Donc il assure une forme de consentement à la suite. Il fait croire que on va plus. Une des premières déclarations qu'il a faites, c'était de dire oui, on va économiser nos soldats. Mon œil. En fait, il fait une belle vitrine, quoi. Il fait une vitrine. Il fait une vitrine, mais c'est pas lui qui décide, c'est pas lui. Mais alors après, sur les armes de pointe, général, votre avis, parce que c'est effectivement quand Poutine dit, parce qu'en fait, c'est vrai qu'au début, au tout début de cette guerre, on s'était dit, on nous avait vendu une armée russe qui était complètement modernisée depuis quelques années, etc., etc. Et on a bien vu que les Ukrainiens les avaient tenus en échec avec du bricolage. Au début, c'était du bricolage, des drones bricolés, des trucs abattus à la mitraillette. Enfin, c'était du bricolage. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, on est rentré dans une espèce de technologie galopante, puisque en fait, ça fait que 2 ans et demi, et en fait, on a fait des progrès monstrueux. La problématique, et ce qui fait peur, comme dans ce que nous dit Marc Chassilian, c'est que si les Russes sont alliés avec ceux qui sont les meilleurs au monde dans cette technologie-là, on n'est pas très bien parti. Sur la guerre elle-même, il faut bien voir que dans toute guerre, plus elle dure, plus on cherche à obtenir un ascendant sur l'adversaire. La technologie en fait partie. Il n'est pas certain que les Russes, au départ, étaient au bon niveau, alors que les Ukrainiens ont parfaiément su s'adapter très rapidement. Les Ukrainiens, c'est des très bons ingénieurs. Donc voilà, ils étaient là. Bon, maintenant, c'est l'éternel débat entre le glaive et le bouclier. Bon, donc, dès qu'on sait que de l'autre côté, il y a une avancée, on cherche à trouver mieux chez soi. Bon, c'est ce que tu es en train de faire. Et puis c'est parce que la guerre, elle dure. Donc on a le temps de mettre en place, effectivement, le process industriel dont a parlé Marc Chassilian. C'est aussi réorganiser l'industrie, c'est donner des objectifs, donner l'argent. C'est quand même 35%, je crois, du budget général qui est dédié à la guerre et à l'armée. C'est 8 à 9% du PIB, c'est le chiffre qui circulait. C'est quand même énorme. Donc on comprend que d'un autre côté, il y a un combat contre la corruption pour pas qu'il y ait trop d'évaporation au ministère de la Défense. Et puis bon, on est aussi dans une situation où finalement, il y a peut-être un bémol, c'est que être imaginatif, c'est bien, mais arriver à produire avec efficacité, c'est mieux. Et toute innovation technologique de haut niveau mérite des délais. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui on met en place ou qu'on a mis en place depuis quelques mois des structures, des bureaux d'ingénieurs, des usines, peu importe quoi, qu'on va obtenir un résultat rapide sur l'ensemble des besoins. Alors, la guerre électronique a montré du côté russe qu'effectivement, ils avaient repris finalement l'avantage qu'ils avaient perdu. C'est une réalité. Alors que pour les drones, ils ont aussi réussi à compenser, sauf dans les drones navals, ils ont pris quand même un avantage. Maintenant, il y a aussi l'aspect de la masse. C'est ça, Marc Chassilian l'a évoqué aussi à un moment donné. C'est pas parce qu'on aura du matériel hyper performant, mais peut-être en nombre insuffisant, on peut gagner une guerre. Voilà, il faut aussi l'effet de masse. Donc après, on revient au problème de coût, qui
sont évoqués. Et je reviendrai peut-être, c'est pas anecdotique, quand les Ukrainiens frappent quelque chose de très coûteux du côté russe, ça a un coût qui va se voir ailleurs. Ouais, donc ça aussi, on a la guerre économique d'une manière indirecte par les frappes militaires efficaces. Oui, bien sûr. Allez-y, ça. Non, je crois que là où je crois qu'on est tous d'accord pour dire que cette guerre, elle va vraiment, elle est poussée par la technologie et elle sera gagnée par la technologie. Et là, au lieu de se faire peur, il faut quand même se souvenir d'une chose, c'est qu'en matière d'innovation technologique, je ne parle pas de production. C'est vrai que la Chine, c'est l'usine du monde. Mais qui est-ce qui innove? Eh bien, ça reste dans les pays occidentaux. Et surtout, malheureusement pour nous en Europe, aux États-Unis. Pourquoi? Parce que l'innovation, ça ne se commande pas de haut. L'innovation, c'est le cœur du système libre. Je ne vais pas dire libéral, parce que je sais qu'en France, c'est un gros mot, même si j'utilise dans le sens anglo-saxon, je parle justement de la liberté. La liberté d'entreprendre, de réfléchir, d'innover, de commettre des erreurs. La France, l'Allemagne, 2 pays européens à la pointe de la technologie. Vous voulez quoi? Vous voulez un moteur BMW ou un moteur de chez Safran, par exemple, dans un avion? Ou est-ce que vous voulez quelque chose qui est made in China? La réponse, elle est claire. Donc oui, ça fait peur, et je suis la première à l'admettre, quand on voit Poutine et Xi Jinping signer des documents et se promettre la coopération technologique jusqu'à le soleil se couche ou ne se couche jamais, ça fait peur. Mais revenons un petit peu sur... arrêtons de nous faire peur, regardons toute l'avancée technologique qui guide le monde aujourd'hui. Il est sorti... plutôt les États-Unis, mais aussi de l'Europe. Non, mais c'est vrai que quand, Marc Chatillon, quand vous nous dites, effectivement, si on imagine un essaim de milliers de drones qui seraient partis sur toute la ligne de front et que donc les Ukrainiens ne pourront pas y répondre, bah, je veux dire, l'image, elle est extrêmement parlante. On voit ça immédiatement et on se dit, mais enfin, comment faire pour lutter contre ça, en fait? Alors, oui, enfin, ce qui a été dit tout à l'heure est effectivement très juste. Hein, c'est l'éternel duel entre le glaive et le bouclier. Alors, je voudrais quand même apporter une petite touche quand même sur l'innovation chinoise. La Chine a connu une grande période, on va dire, de ces 25 dernières années, où elle a copié, ou on va dire qu'elle s'est très très fortement inspirée des réalisations occidentales, ça c'est tout à fait vrai, et en particulier américaines. Ce que l'on note malgré tout depuis plusieurs années maintenant, enfin moi qui fais les salons d'armement et qui visite tout ça, c'est que quand vous allez maintenant sur les stands chinois, vous voyez des concepts d'armement que vous ne voyez pas ailleurs. Ah oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une capacité d'innovation qui est tout à fait certaine, et en particulier dans les domaines de la robotique, des drones, dans le domaine de certains systèmes d'armes aéroportés, des réalisations qui n'ont pas forcément leur équivalent en Occident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine amorce une nouvelle phase du développement de son industrie de défense, qui est une phase créatrice et qui est une phase d'innovation. Voilà, ce qui effectivement ne s'était pas passé au cours des 25 précédentes années, où elle était plutôt copieuse, on va dire ça comme ça, hein, de manière un peu vulgaire. Et là, c'est justement ce qui inquiète pas mal les gens du Pentagone, et c'est qui pourrait créer un certain nombre de surprises stratégiques si un jour, par malheur, il devait y avoir un conflit, par exemple, dans le Pacifique. Donc, je pense que les Russes sont aussi allés chercher du côté de la Chine des idées nouvelles et des technologies de pointe, avec l'espoir que ces technologies permettront justement de prendre le dessus sur les technologies occidentales qui sont aujourd'hui en service dans l'armée ukrainienne. Et l'autre aspect qui est très important pour les Chinois, c'est justement d'avoir un champ de tir gratuit, pardonnez-moi l'expression, hein, qui s'appelle l'Ukraine, et qui justement leur permettra de tester ces technologies dans les mains des Russes pour pouvoir ensuite faire leur propre évaluation de l'efficacité de ces technologies dans l'hypothèse d'un conflit avec les États-Unis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Ukraine, c'est un terrain de jeu pour tout le monde. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est le cas aussi pour les Occidentaux, sans aucun doute. Ces dernières innovations pour voir un peu ce que ça donne. Et c'est une évaluation sur le champ de bataille en direct. Et ça vaut de l'or.